L'échiquier international, bienvenue à vous. Ça serait la prochaine sortie d'un livre qui lui aurait valu une descente de police à des heures indues, d'après lui. Pierre Jovanovic, auteur et éditeur, avec un ouvrage disponible le 3 juin prochain, s'intitulant sobrement 2008. 2008, l'année où débutait la crise financière des crédits, les fameux crédits des faux swaps. Une crise qui a inquiété les 10 plus grandes banques du monde. Une crise d'ailleurs loin d'avoir été jugulée, avec des montagnes de crédits toxiques toujours enfouis dans le bilan occulte des banques de par le monde. On donne le chiffre de 13 trillions de dollars. D'ailleurs, les conséquences s'en ressentent encore aujourd'hui avec l'envolée historique du cours de l'or depuis 10 ans. Une crise donc de 2008 nommée la Tchernobyl des crises économiques historiques. On va en parler, à tout de suite. Et avec nous ce soir, je le disais, le journaliste et écrivain, éditeur également, qui tient aussi une chronique financière depuis 2008 d'ailleurs. On va en parler. Mais avant tout, bonsoir Pierre Jovanovic, bienvenue. Bonsoir, merci à vous, c'est gentil, c'est adorable pour votre invitation. C'est un comble d'ailleurs. C'est un plaisir. Alors Pierre, débutons avec cette affaire, hein, entre guillemets, des membres du GIGN français ou des membres du RAID plutôt, ont débarqué à votre maison d'édition à 1 h du matin, il y a quelques jours, il y a 5 jours, pour, dites-vous, tenter de mettre la main sur le manuscrit qui doit être édité le 3 juin prochain, qui donnerait le livre 2008, on en parlait. C'est une accusation lourde, Pierre. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, finalement? Écoutez, c'est une accusation effectivement extrêmement lourde. En fait, c'était il y a plusieurs semaines, mais il y a eu un phénomène tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'un voisin a fait des photos absolument incroyables, dramatiques, de la descente du GIGN ou GIPN, peu importe, dans une maison d'édition. Qu'on va Et voir normalement à l'écran, des photos qu'on va voir. voilà. Et ce que vous devez savoir, si vous voulez, c'est que d'abord, ils sont venus chez moi le week-end, donc dans la nuit de samedi à dimanche, à 1 h du matin. Et comme ils ne m'ont pas trouvé, donc fondamentalement, j'étais pas là, donc ils sont partis à la maison d'édition. Et alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que moi, je suis dans le 17e et la maison d'édition est dans le 8e. Mais pour des raisons juridiques, donc il faut le commissaire de chaque arrondissement. Parce que je vous le dis très Allez-y, clairement, allez-y. si vous voulez, c'est une tentative de l'équipe de l'Élysée, de Macron, de m'enlever et de me mettre en psychiatrie. Donc, moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire que Monsieur Macron puisse donner des leçons de liberté d'expression à l'Algérie, de lui reprocher de mettre en prison un écrivain, alors que lui-même fait exactement la même chose. Et C'est les photos, Dieu merci, sont là qu'on pour voit à prouver, l'écran. pour prouver ce que je vous dis. C'est un tournant, vous savez, dans l'histoire de la Ve République, hein, je vous le dis tout simplement, parce que ça n'a jamais été fait. On a, Napoléon III avait demandé à Victor Hugo d'aller se planquer à l'île de Guernesey. Voilà, donc le Khrouchtchev ou Staline, je ne sais plus, avait Solzhenitsyn, hein, ils l'ont mis au goulag. Macron, lui, utilise le système de psychiatrisation à la chinoise. On Donc avait, c'est pas rien. depuis qu'on s'était parlé au téléphone, donc il y a une semaine, on a interrogé quelques journalistes français qui ont vu, hein, je suis désolé, vous allez répondre, qui ont vu un coup de publicité, puisque votre livre sur Amazon, qui n'est pas encore sorti, il doit sortir le 3 juin prochain, est déjà numéro 1 des ventes. Est-ce que ça serait un coup de pub, Pierre Jovanovic? Bah écoutez, c'est gentil en tout cas. Vous me prêtez beaucoup de puissance parce que vous savez, pour faire déplacer le GIPN, vous savez, je ne suis pas au sommet de l'État, hein, parce que appuyer sur le bouton qui fait déplacer le GIPN, c'est uniquement pour les affaires de terrorisme. Et là, il y avait 40, à peu près 40. Il y avait donc un camion de pompiers, donc un médecin, le commissaire local, un représentant du préfet, la BAC, un camion de police, des policiers donc du 17e, et le GIPN.
Donc, je pense que les collègues journalistes que vous avez interrogés sont vraiment des gros jaloux. Hein. C'est Est-ce que sûr que l'affaire est s'il y a terminée? 50 ans, hein, voilà, ils n'ont pas eu la visite du GIGN pour leurs écrits, ils ont raté leur vie. Est-ce que l'affaire est pour autant terminée selon vous? Ah non, elle ne fait que commencer, parce que nous avons un avocat, parce que je vous rappelle quand même que ils sont rentrés par effraction aussi bien à mon domicile que aux éditions Le Jardin des Livres. Vous savez, la dernière fois, même les Allemands ne sont pas rentrés de force, n'ont pas cassé la porte à 3 heures du matin en ce qui concerne Le Jardin des Livres, quand ils étaient là entre 40 et 44. Hein. Jardin des Livres, c'est votre maison d'édition, hein, je le dis pour le téléspectateur. C'est la maison d'édition de Mme Carvac. Moi, je suis directeur littéraire, effectivement, et c'est là où je publie. Avant, c'était chez Hachette. Mais peu importe la maison d'édition. Je veux dire que ce soit le Jardin des Livres, Hachette, le Fayard ou Flammarion ou Gallimard, c'est exactement la même chose. Vous vous rendez compte Je veux dire, ils ont essayé de récupérer le livre parce qu'ils pensaient qu'on l'avait imprimé en cachette, alors ce qui n'était pas le cas, parce que quand ils ont fait la descente, on n'avait même pas encore envoyé le livre à l'impression. Mais est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr que le but c'était vraiment de récupérer le manuscrit? Oui, parce que ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que à la maison d'édition, rue de Naples, donc ils y sont allés, ils ont fouillé de partout, ils ont rien cassé, hein, voilà. Et comme ils n'ont pas trouvé, ils sont descendus dans les caves. Et dans les caves, enfin, le jardin n'avait pas de cave, mais ils ont cassé des portes de caves des habitants. Donc, enfin, vous voyez bien qu'ils cherchaient quelque chose, quoi. D'accord. Alors, votre Eh bien, livre... attendez, Allez-y. je veux dire, les journalistes que vous avez interrogés, ils sont pas très malins, hein. Parce que moi, j'ai un autre collègue journaliste qui m'a dit, ah, c'est quand même assez curieux, ils essayent de vous interner dimanche dans la nuit, et puis le lundi matin, quand vous êtes de retour à Paris, là, ils cherchent plus à vous interner. C'est intéressant. Mais en fait, quand il y a des procédures pour interner une personne, Bien sûr. c'est-à-dire qu'il y a des plaintes d'une tierce où la personne serait dangereuse pour lui-même et son entourage, on n'est plus dans les années 10, c'est-à-dire on ne peut pas interner quelqu'un de force. Bien sûr. En général, vous savez, c'est à la demande de la famille. C'est des gens qui sont atteints de démence ou qui ont des graves maladies psychiatriques, ou alors qui sont des dangers pour les autres, hein, avant tout, et pour eux-mêmes. Je veux dire, c'est pas mon cas. Hein. Et en plus, vous savez, avant d'interner quelqu'un, il faut la signature d'un médecin psychiatre. Hein, j'en ai pas vu. Hein. Oui, il faut qu'il y ait un encadrement médical, en Bien effet. sûr, c'est pour ça qu'il y avait le commissaire et la préfecture en bas de chez moi à 1 heure du matin, qui sont rentrés. Alors, Et ensuite, ils sont allés au Jardin des Livres. Alors, votre livre s'intitule 2008, à propos de la crise de 2008. Vous avez écrit à l'époque, moi personnellement, c'est comme ça que je vous ai connu, un livre sur Blythe Masters, la fameuse banquière de JP Morgan, qui est une des alchimistes, puisqu'elle a créé les fameux CDS. Mais pourquoi revenir en 2005, aujourd'hui, pour nous parler de cette période de 2008, de cette crise de 2008? Alors, 2025. 2025, pardon, qu'est-ce que je disais? 2025. Pourquoi parler de 2025 de la crise de 2008? Vous faites un petit recul dans le temps, hein, forcément, c'est normal. Parce que 2008, si vous voulez, on nous a expliqué que c'était une crise bancaire. Hein, c'est la crise des subprimes. En réalité, il n'en est rien. Si vous voulez, avec la distance, j'ai pu réunir tous les éléments pour montrer que cette crise a été organisée, en fait. Elle a été organisée et parfaite par les banques américaines, qui sont devenues totalement folles alliées. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Et ils ont volé, ces banques, elles ont volé plus de 30 trilliards dans le monde entier, y compris chez vous, hein, et dans tous les pays africains, dans tous les pays du Moyen-Orient. Ça a été le plus grand vol de l'humanité. Voilà, depuis que la banque existe. L'année 2008 a été pour les banques vous appelez ça le Tchernobyl des crises financières, c'est-à-dire ce qu'a été Tchernobyl pour le nucléaire. Donc c'est une crise de 2008 qui a été révélatrice des mensonges et des crimes des banquiers qui sont devenus fous, vous le dites dans plusieurs de vos ouvrages. La crise de 2008 a coûté 1 million de licenciements dans le monde, sans parler des faillites également
et des grosses banques qui sont soit écroulées, soit affaiblies, soit rachetées, comme les 10 plus grandes banques mondiales qui ont cherché à se recapitaliser, afin d'éviter le désastre en faisant parfois du chantage à des gouvernements. On se souvient comment on a mis la pression, par exemple, sur Obama à l'époque pour nationaliser l'assureur AIG. On se rappelle de la chute de la banque Lehman Brothers. Mais on oublie que certaines banques ont aussi parié sur ce désastre, comme Goldman Sachs. Tout le monde n'a pas perdu durant cette crise, Pierre Jovanovic. Vous avez raison de le souligner. En fait, il n'y a qu'une seule banque qui a vraiment gagné, et encore, qui a gagné des milliards et des milliards, c'est effectivement Goldman Sachs. Et JP Morgan, un tout petit peu. Et surtout, oui, JP Morgan, mais JP Morgan, on peut pas dire qu'ils ont joué, si vous voulez, sur le fait que d'autres allaient exploser en plein vol. Je vous donne un exemple. Je veux dire, depuis 2008, en fait, vous avez plus de 1000 banques dans le monde, 1000 qui ont fait faillite ou qui ont été fusionnées, qui revient au même, parce que quand vous avez deux banques qui fusionnent, en fait, cela veut dire que l'une d'elles est techniquement en faillite. Et c'est pour éviter le scandale. Voilà. Regardez ce qui s'est passé il y a encore 3 ans. Vous avez la Silicon Valley Bank, Almighty Bank de la Silicon Valley, qui a littéralement volé dans les airs. Vous avez la Signature Bank aux États-Unis, à New York, de mémoire, qui a volé dans les airs. Et surtout, vous avez le Crédit Suisse, où tous ceux qui grugent le fisc de leur pays, tous les milliardaires vont cacher leur argent. Et là aussi, elle a fait une faillite retentissante. Les racines de ces problèmes, remontent à 2008. Les racines de tous ces problèmes remontent à 2008. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous sous-entendez en tout cas. Oui, exactement. En fait, ça va même plus. En fait, c'est un peu plus loin. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, si vous voulez, du livre 2008. C'est-à-dire qu'on revient en arrière. Enfin, je suis revenu en arrière pour montrer les racines, comment ça a démarré, et qu'est-ce qui a permis aux banques de prendre leurs aises et d'escroquer les gens à l'international. Parce que n'oubliez pas, les banques américaines se sont escroquées entre elles, mais surtout elles ont escroqué les banques du monde entier. Le numéro 1, c'est les Allemands. Ils ont littéralement volé les Allemands, les banques allemandes et surtout les pensions de retraite. C'est ça qu'ils ont volé. On se rappelle de la Grèce également. Oui. La relation entre l'Allemagne et la Grèce, les banques allemandes et la Grèce aussi. Voilà, Chypre, Grèce, mais Espagne, Italie, vous savez, n'oubliez pas, 2008 et surtout les années après, 2009, 2010, etc. Je veux dire, tout s'était arrêté, littéralement. L'économie s'était arrêtée. Il y a eu des centaines de millions de licenciements dans le monde. Et surtout, l'année 2008, il y a eu plus de 500 000 suicides aux États-Unis. C'est plus de morts qu'en Ukraine, que la guerre en Ukraine. Les banquiers américains sont les plus grands criminels, véritablement, parce qu'au moins, une guerre, ça a l'avantage d'être... je veux dire, les choses sont propres. On appelle... les gens se battent entre eux. Mais pousser les gens au suicide en volant leur fonds de pension, en volant leur retraite, leur maison, etc., enfin, c'est quasiment... du sadisme. J'ai pas d'autre mot. C'est pour ça qu'un écrivain sulfureux les nommait en parlant des banquiers, les banksters. C'était un joli jeu de mots pour rejoindre à peu près ce que vous disiez. Alors peut-être que cette crise de 2008 a été tellement puissante qu'elle a même fragilisé les pare-feux régaliens de certains États. On va en parler, on ne le dit pas assez, mais en France, on a un président qui a été ancien banquier d'affaires chez Rothschild entre 2008 et 2012, qui a fait fortune en gérant, par exemple, d'ailleurs brillamment, il faut le dire, le contrat de la vente de la division de Pfizer à Nestlé. Il s'agissait d'une des plus grosses négociations de l'année en 2012, autour de, je crois, 9 milliards d'euros. Et actuellement,
Il y a le scandale d'État, avant d'être aussi un scandale sanitaire, le scandale Nestlé, qui est accusé par une enquête parlementaire de dissimulation de 500 millions de dollars depuis un an. Et le géant Nestlé est accusé d'avoir mis en place des techniques illicites pour nettoyer ses eaux minérales polluées, dont celle de la marque Perrier, par exemple. 3 millions de bouteilles également auraient été infectées avec des matières fécales. Peut-être qu'aussi les pare-feux ont été complètement amoindris, dû à peut-être un sous-investissement à cause de la crise de 2008. C'est un des symptômes, peut-être, hein, je vous pose la question. Alors non, sincèrement, je ne pense pas, parce que n'oubliez pas, Nestlé, ils sont surtout en Suisse. Ils ont des avoirs un peu partout. Ils sont riches comme Crésus. En fait, c'est surtout la radinerie. C'est surtout leur radinerie, si vous voulez, qui a conduit à ça. Ils veulent absolument garder l'argent par devers eux pour le distribuer aux actionnaires. Voilà, c'est un drame, c'est un véritable drame et un véritable scandale que le gouvernement Macron, d'ailleurs, ils ont essayé de temporiser. C'est-à-dire que les médias n'en ont pas trop parlé. Vous savez, en ce qui concerne mon affaire, même les journalistes des télévisions classiques n'osent pas en parler. Je veux dire, ça vous montre bien qu'il y a un problème de liberté d'expression en France. Alors justement. Et après, M. Macron, banquier de son État, va donner des leçons à M. Tebboune. Bon, moi je veux bien, mais là, il y a un sérieux problème d'intégrité. Alors, il y a autre chose. C'est bien, vous me tendez la perche, vous parlez d'intégrité, d'honneur de leçons par rapport à la liberté d'expression. Il y a un autre scandale qui nous questionne sur justement cette liberté d'expression en France, l'affaire Pavel-Durov, fondateur de la plateforme Telegram, naturalisé français. Eh bien, lors d'une réunion avec Nicolas Lerner, patron de la DGSE, il accuse la France d'ingérence dans les élections roumaines. Normalement, on devrait voir son tweet à l'écran. Est-ce que la régie peut me mettre le tweet de la photo de Durlov? Oui, d'ailleurs, il ne cite pas la France. Il ne cite pas la France nommément, mais il a mis une baguette. On va la voir. Une icône. Voilà. Donc oui, bon, allez. C'est clair, mais en fait, on n'est pas du tout surpris, sachant, si vous voulez, que la DGSE, donc c'est le service d'espionnage qui s'occupe des affaires dans les pays étrangers. Donc c'est du rôle de M. Lerner, effectivement, d'essayer de contrôler le message sur les réseaux sociaux. Donc imaginez, si vous voulez, vous avez le patron de Telegram qui vous dit la vérité. Mais sachez simplement que Facebook, eux, ils se sont vraiment soumis. Et ils le font joyeusement. Exactement. Moi, j'encourage tout le monde à quitter Facebook. C'est devenu une espionnite et un système d'ingénierie de réseaux sociaux, quoi. Parce que déjà, nous, on en avait parlé ici, des élections un peu, on va dire, entre guillemets, chahutées, les élections roumaines. Le candidat Georgescu avait accusé la France d'ingérence. France diplomatique avait nié. Et on le voit d'après Pavel Durlov, qui fait un témoignage quand même aggravant contre le responsable de la DGSE. La France a bel et bien voulu s'ingérer et orienter le vote des Roumains. Durlov dit c'est bien d'accuser la Biélorussie et la Russie d'ingérence, mais bizarrement, quand c'est les médias français, on n'en parle pas. Ça rejoint un tout petit peu, si on peut faire le parallèle avec, entre guillemets, votre affaire. Vous avez tout à fait raison. D'abord, n'oubliez pas, les Américains, si vous voulez, sont les premiers, si vous voulez, dans les ingérences. Mais bien entendu, quand c'est les Américains, on n'en parle pas. Ça a été le cas, par exemple, pendant les confinements. Avant X, c'était Twitter, et M. Dorsey avait joyeusement accepté de censurer plus d'1 million de comptes à la demande de la Maison Blanche. Et de Monsieur Fauci, la même chose en France, la même chose dans tous les pays. On se rappelle. Donc la liberté d'expression.
Pardon? On se rappelle de l'affaire des écoutes de la NSA. On avait découvert d'ailleurs que la NSA écoutait les présidents Hollande ou la chancelière Angela Merkel, qui n'avaient pas trouvé louable ou justifiable Elle était de elle est convoquer oui, en l'ambassadeur effet, américain. quand ils ont découvert les micros. Dilma Rousseff avait aussi été, entre guillemets, harponnée, c'est-à-dire espionnée. Elle avait convoqué l'ambassadeur américain au Brésil. 6 mois après, elle a rencontré beaucoup de difficultés au sein de son pays, puisqu'elle a été complètement écartée de la course présidentielle. Voilà, mais surtout, elle avait glissé une peau de banane puisqu'elle avait demandé aux Américains de lui rendre l'or de l'Allemagne. Donc Obama avait demandé à Nicolas Sarkozy de convaincre Angela Merkel de ne pas réclamer le retour de l'or allemand à Berlin. Donc vous voyez que je veux dire nous sommes en plein Far West, que ce soit au niveau financier et que ce soit au niveau de la liberté d'expression. Il y a Monsieur Macron a décidé de faire la guerre à Monsieur Poutine. Il est totalement pro-européen, pro-OTAN, et malheureusement, j'espère que on n'en restera qu'aux guerres des mots, parce que vu la manière dont il veut absolument. Vous savez, la raison pour laquelle il voulait que le candidat européen gagne en Roumanie, c'est pour que toutes les troupes françaises qui s'y trouvent déjà puissent se préparer pour affronter la Russie. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Oui. Si vous regardez bien. Alors la remontée spectaculaire de l'or, en ce moment, elle est historique. Donnons quelques chiffres. L'once est actuellement à 3500 $, record absolu. L'an dernier, il était à la même période à 2300 $. La capitalisation boursière de l'or est passée en un an de 15 000 à 22 000 milliards de dollars. 22 000 milliards, c'est pour que les téléspectateurs à peu près imaginent, même si c'est difficile, 22 000 milliards de dollars, c'est à peu près le PIB médian de la Chine. Donc on le voit, l'or qui remonte veut dire une perte de confiance dans la monnaie papier, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire. Bref, cela dénote, Pierre Jovanovic, d'une perte de confiance mondiale. C'est ce que vous répercutez très souvent dans vos chroniques financières que vous tenez régulièrement et qu'on suit. Absolument, c'est sur quotidien.com, mais il me semble qu'on en a parlé ensemble il y a la dernière fois qu'on a fait une émission ensemble. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir parlé à vos collègues journalistes de la presse écrite. Alors je me souviens plus du nom exact, si Algérie Nouvelle, mais c'était il y a quasiment 8-10 ans de ça, où j'avais recommandé effectivement en disant l'Algérie a tout intérêt à acheter des lingots d'or, c'est-à-dire à transformer le pétrole en or, c'est le cas de dire. Et malheureusement, l'Algérie ne l'a pas fait, parce que vous n'avez qu'en Algérie, de mémoire, je pense que vous avez 176 ou 180 tonnes d'or. C'est difficile à avoir l'information. L'information, c'est difficile. La fourchette est tellement large que c'est très compliqué de l'avoir. Voilà. Oui. Alors que, par exemple, la Banque centrale de Turquie n'a cessé d'acheter de l'or depuis à peu près une dizaine d'années, ce qui fait que leur devise, leur réserve en fait en or, la valeur est largement supérieure aux devises, à ce qu'on appelle les devises étrangères. Alors que j'imagine qu'en Algérie, ça doit être encore l'inverse. Voilà. En tout cas, mais merci. Effectivement, vous savez, dès que des pays se mettent à faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire la photocopieuse, c'est-à-dire que quand vous êtes à découvert dans votre banque, vous ne pouvez pas utiliser la photocopieuse et imprimer des billets, puis aller ensuite au guichet et leur donner des billets. Pourtant, c'est exactement ce que fait la Fed, c'est ce que fait la Bank of England, la Banque centrale européenne, également les Chinois de temps en temps. Mais les Chinois ne cessent d'acheter de l'or, et surtout, regardez, la Russie, depuis 4 ans, l'Europe s'est échinée à détruire l'économie russe, et pourtant la gouverneure de la Banque centrale de Russie, en ayant acheté des lingots d'or, elle n'a jamais arrêté, elle a littéralement sauvé non seulement l'économie russe, mais en plus qui est devenue extrêmement florissante, et comble de l'histoire, bien plus florissante que celle de la France, où nous sommes en récession.
On arrive à la fin de Vous notre imaginez. entretien. On arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup, Pierre Jovanovic. Le temps passe vite et, quand on échange avec vous. Merci en tout cas. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Et bon courage surtout pour la sortie de votre livre. Voilà, l'échiquier international se conclura sur ces mots. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et je vous dis à samedi.